Le temps, c'est son univers. Et il va vous en parler, le dédoublement du temps, avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, qu'on applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, je te laisse. Tout d'abord, je remercie Bob de m'avoir invité, sachant qu'il y a un public qui peut comprendre. Alors que moi, non. Je vais essayer de vous faire sortir un petit peu de l'ordinaire et vous montrer que dans l'inexplicable, il y a de l'expliqué quand même. Mais expliquer quelque chose dans l'inexplicable nous prouve une chose, c'est qu'il y aura toujours de l'inexpliqué. La science, c'est découvrir des choses nouvelles pour s'apercevoir qu'on ne sait rien. Donc, ça ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dédoublement du temps? Un dédoublement du temps, ça paraît tout simple, tout bête. Regardez une chose. Une particule, là, quand elle est verte. Vous savez que toutes les particules sont dédoublées au passage. Toutes. Tous les univers sont dédoublés. Les galaxies, les étoiles. Quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait des scientifiques qui m'ont dit, écoutez monsieur, rhabillez-vous, il n'y a que 2% d'étoiles qui sont dédoublées dans la galaxie. Maintenant, on cherche les étoiles qui ne sont pas doubles. Vous voyez, il y a des choses comme ça, on arrive un peu trop tôt. Alors là, je vais essayer de vous montrer des choses qui sont admises pour certaines, puis d'autres qui ne sont pas encore admises parmi les scientifiques civils. Regardez donc une particule verte qui rencontre un univers. Cet univers, il se dit, si je rentre à l'intérieur, il va m'arriver des bricoles. Je vais certainement perdre quelque chose. Peut-être que je vais gagner quelque chose, mais je vais peut-être perdre quelque chose. Alors cette particule qui est intelligente se dit, je vais faire le tour, comme ça je conserve ma mémoire, mais je vais me dédoubler pour que je puisse aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Et à la fin du dédoublement, je récupère la particule dédoublée qui va m'apprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Et je vais donc modifier ma mémoire en fonction de ce qu'elle a appris, tout en conservant la mémoire que j'ai, qu'elle a peut-être perdue en faisant une exploration dans l'inconnu. Bon, c'est tout bête, hein? Petit chaperon rouge qui rentre dans un bois, il y a un grand méchant loup, qu'est-ce qu'il fait, le petit chaperon rouge? Il se dédouble. Il n'est pas idiot, il fait le tour du bois pendant que son double rentre à l'intérieur du bois rencontrer le grand méchant loup. Voilà. Bon. Mais attendez, la particule qui se dédouble et qui rentre à l'intérieur. Alors au passage, ça y est, c'est admis maintenant, Stephen Hawking, les trous noirs. Une particule qui se dédouble au bord d'un trou noir disparaît, la particule double, en 10 puissance moins 18 secondes. Vous voyez qu'on n'a pas le temps du tout de chronométrer. Mais imaginez une chose ahurissante. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de scientifiques qui ont eu du mal à admettre, surtout les vieux. Il faut attendre qu'ils meurent pour qu'ils puissent changer d'avis. Donc, celui qui est à l'intérieur, qui voit arriver la particule dédoublée, le voit arriver en des milliers d'années. 10 puissance moins 18 secondes à l'extérieur, et à l'intérieur, cette particule va vivre pendant, disons, un certain temps. Curieux, non? Je vous signale que c'est admis, hein. Ça y est, hein. On peut le dire sans problème. Oui, mais attendez, il y a une chose qui n'est pas encore admise. C'est que la particule dédoublée qui rencontre un univers 2 fois plus petit, qu'est-ce qu'elle se dit, cette particule dédoublée? Si je vais dans cet univers 2 fois plus petit, il va m'arriver des bricoles. Si je fais le tour, je conserve la mémoire que j'ai déjà modifiée, et la particule double, elle va explorer cet univers. Donc voilà, une particule double qui, dans un temps qui n'existe pas pour la particule extérieure, se dédouble. Donc vous imaginez où ça va, ça? Ce dédoublement est complètement inobservable par la particule initiale qui s'est dédoublée. Et ainsi de suite. Ce qui explique au passage, pour des scientifiques qui seraient là, qu'il y a une dissymétrie matière-antimatière. Vous savez qu'on
On ne sait pas pourquoi. Il y a de la matière et de l'antimatière, mais normalement, matière-antimatière, ça donne de l'énergie. Or, vous êtes là. Donc, vous êtes là avec de la matière. Où est votre antimatière? Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là. Eh bien, c'est simplement que l'antimatière est une matière qui se dédouble et qui a sa propre antimatière. Et vous allez faire ça 7 fois. 7 fois. Ça va prendre du temps, 25 000 ans. Et à la fin, vous retrouvez l'antimatière de la matière, puis l'antimatière de la matière, puis l'antimatière de la matière 7 fois. Et c'est terminé le dédoublement. Là, on arrive à la fin du cycle de dédoublement des temps. C'est la dernière période de transition. Et tout le monde s'en moque. Parce que personne n'est au courant. Tout change, personne ne sait pourquoi. Alors que, autrefois, les anciens savaient, attention, attention, à la fin du cycle des temps, qu'on appelait la fin des temps, tu vas découvrir tous les potentiels que l'humanité a fabriqués pendant 25 000 ans. Ça va barder. Il va y avoir des problèmes. Grave. On dit, attention, tu vas découvrir ce qui est caché. Apocalypsos, en grec. Tu vas découvrir les bienfaits de l'Apocalypse. Oh là là. Hein, vous connaissez les bienfaits? Peut-être qu'ils portent des gilets jaunes ou pas? Bon, ceci dit, vous voyez que n'importe quel trajet, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours πr qui est la constante de cette transformation. Donc le nombre pi est le plus important dans cette histoire-là, plus le rayon initial de l'univers. Car en fait, quel que soit le trajet utilisé par les particules, vous avez toujours πr, le trajet final. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que le diamètre que vous avez ici, c'est une succession de tout petits cercles. C'est-à-dire qu'une particule qui avance, elle avance toujours en tournant sur elle-même. Ça explique le spin des particules. Et la particule qui avance ne fait pas un trajet R, 2R, le rayon 2R, non, elle fait πr, parce qu'elle tourne sur elle-même. Ça explique enfin le spin des particules, qui était un mystère. Alors regardez évidemment les courbes, elles sont assez compliquées, vous voyez là. Hein, non, là il n'y a pas le truc là. Attendez que je vous mette un... Ah voilà. Oui, les courbes sont un peu compliquées là. Alors évidemment, on peut montrer le mouvement également. Là, on n'a pas le temps. Mais regardez ce qu'on peut faire. On peut schématiquement montrer que chaque fois qu'il y a un dédoublement, il se termine sur l'axe. Donc si je mets comme ça des emboîtements de cercles, je vois ce dédoublement qui s'effectue en plusieurs temps. Mais en fait, vous voyez bien que c'est compliqué, mais toutes les courbes passent par le centre. C'est pour ça que j'ai appelé ça le trajet radial. Et puis la particule qui fait le tour, trajet tangentiel. Mais vous vous apercevez d'une chose, c'est que le trajet tangentiel ici, qui a pour trajet radial le trajet bleu est à son tour un trajet tangentiel qui a un trajet radial. Donc un trajet tangentiel est toujours le trajet radial d'un trajet tangentiel. Pas mal ça comme histoire. Hein, donc on ne sait plus où on en est. Voilà. Mais alors regardez, ça a été admis en publication dans les années 90. Donc un dessin assez bête, hein, une espèce de boulier. Et alors j'ai été plagié. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que le CNRS qui plagie, il y en a d'autres. Hein. Alors au départ, je me suis dit, ça doit être la reine d'Angleterre. C'était en Angleterre. Ça m'a interloqué. Donc je me suis amusé à voir ce que c'était que ces crop circles. Et j'ai même connu, oserais-je le dire, un militaire qui fabriquait des faux crop circles. Oh. Pour montrer aux civils que les faux étaient vrais, et quand enfin tous les civils admettaient que le faux était vrai, on annonçait que c'était un faux, de façon que les vrais soient considérés par faux, comme des faux, par les civils. Pas mal. Pas mal. Et figurez-vous que ce militaire, qui fabriquait donc avec une petite équipe un faux crop circle, évidemment la nuit, parce qu'il y avait beaucoup de touristes à cette époque-là, tout d'un coup ils étaient plus nombreux que prévu, là où ils fabriquaient le crop circle. Ils ont une trouille monumentale. Ça a été le premier faux crop circle inachevé. C'est pas mal ça aussi. Oh, ça sera connu un jour ou l'autre. Hein. Pour l'instant, on dit que je raconte des histoires. Alors ça va très bien, comme je raconte des histoires, je peux raconter ce que je veux.
Mais regardez le caducée grec, symbole de la voyance d'Hermès. Curieux, non? C'était surmonté du miroir de la prudence. Il fallait voir le futur avant de le vivre pour pouvoir le modifier. Car on savait très bien à cette époque-là que voir le futur, c'était pour pouvoir le modifier, pour ne pas vivre les horreurs que vous alliez voir dans le futur. Donc un beau voyant, c'était quelque chose qui voyait des choses qui n'arrivaient jamais. Ah ça alors, faudrait dire ça aux voyants actuels. Hein. Parce que si un voyant vous dit, un jour de Noël, vous avez 2 pattes cassées, ben ne le croyez pas. C'est un mauvais voyant. Car si c'est un bon voyant, il va dire, on va tout faire pour que vous n'ayez pas les pattes cassées. Donc le jour de Noël, vous recevez vos amis, vous dites, regardez, allez voir cette voyante, elle est merveilleuse. Elle m'avait dit que j'aurais les 2 jambes cassées le jour de Noël. Regardez, je suis bien portant. Pas sûr qu'elle ait beaucoup de clients, cette voyante. Et bien pourtant, c'est ça la prophétie. Voir le futur avant de le vivre. Pour justement le modifier et vivre ce que vous avez envie de vivre, à une condition, c'est que quelqu'un puisse vous conseiller. Ah, et c'est ça le dédoublement du temps, c'est aussi être dans un autre temps, en même temps que dans notre temps, pour pouvoir être conseillé par l'autre qui est dans un autre temps. Oh, yo, yo. Alors comment ça se disait le double autrefois? C'est celui qu'on ne nomme pas agoké en grec ancien, qui se prononce akoké. Et quand on se réunissait, pour avoir un peu plus de monde, c'était son akoké. Et son akoké, en hébreu ou en grec, c'est la synagogue. Et qu'est-ce que veut dire synagogue en grec moderne? Le temple juif. Curieux, non? Alors c'est un mot tout à fait grec, très ancien. Bon, les Égyptiens, le scarabée, passer les 12 portes de l'éternité. Symbole d'éternité, il faut passer les 12 portes. 12 portes qui séparent 7 temps, les 7 temps qui permettent le dédoublement, le temps 1, le temps 4 et le temps 7. Et il y a des temps intermédiaires parce que nous sommes dans un espace à 3 dimensions. Et pour passer d'une dimension à une autre, il faut 2 temps intermédiaires. Donc 1, 4, 7, vous avez les 3 dimensions du temps et les 3 dimensions de l'espace. Nous ne sommes pas dans un espace à 4 dimensions, l'espace-temps n'existe pas. Vous avez un espace-temps folklorique, on peut dire, mais qui a permis d'expliquer pas mal de choses. Mais on va voir que le paradoxe d'Einstein, le paradoxe d'Einstein, tombe de lui-même. Et la division du temps, l'alpha et l'oméga. Si je suis à la fois l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, je suis le créateur de mon dédoublement. Pas mal ça aussi, je suis l'alpha et l'oméga, ça vous dit peut-être quelque chose. Apocalypse de Jean. Alors c'est aussi le yin et le yang, mais il y a tellement eu de bêtises racontées sur le yin et le yang, il vaut mieux pas en parler. Aura, la division du temps, c'est l'oméga et l'alpha, le début et la fin de l'alphabet, avec l'accélération du temps ρ égale 100, entre alpha égale 1 et oméga égale 800, où il faut faire ensuite la preuve par 9 à 900, et on redémarre un autre dédoublement. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais notre système à nous, regardez ce système solaire qu'on a, vous avez un gros nuage, ça c'est une photo d'une nébuleuse, ce n'est pas la nôtre, hein, mais c'est comme la nôtre, vous avez un gros nuage qu'on appelle le nuage de Oort, Oort étant un scientifique connu, qui a découvert pas mal de choses au niveau de la cosmologie. Vous avez le système planétaire comme une espèce de disque, et tout ça, vous voyez que pendant la moitié d'un cycle, c'est les planètes qui évacuent des objets dans le nuage, pendant 12 500 ans. Et pendant alors ça, c'est pas connu, hein, et pendant 12 500 ans, le nuage de Oort redonne les cailloux au système planétaire, ce qui fait qu'il y a eu des planétoïdes qui sont arrivés à la fin du siècle dernier, que j'avais pu prévoir, ça m'a valu une récompense, mais ça ne sert à rien, vous voyez, parce que récompenser ou pas récompenser, personne n'est au courant de ça. Il y a des gros cailloux qui sont arrivés dans la ceinture de Kuiper, qui entoure notre système planétaire, et comme ils étaient aussi gros que Pluton, on a décidé que Pluton n'était pas une planète, c'était juste un planétoïde. C'est complètement faux, car vous avez une association Soleil-Pluton qui permet de définir le cycle de dédoublement, et vous voyez comment sont associées les planètes dites telluriques, petites planètes, avec les planètes géantes, qui sont leurs compléments dans un temps différent.
nous sommes liés à Saturne. Vous avez Vénus-Uranus, enfin vous avez le tableau ici. Et ceci qui n'est pas connu non plus, mais qui peut être envisagé d'une autre façon avec notre système terrestre à nous. Nous sommes des habitants de la Terre. Alors on va s'intéresser à la Terre. La Terre, c'est quoi? Ça tourne autour d'un soleil, là, avec une distance un peu longue et une distance un peu plus courte. La distance la plus longue, la Phélie, la distance la plus courte, Périhélie, Noël, la Saint-Jean. C'était des fêtes civiles autrefois. Ça a été remplacé par une naissance particulière. Et la Saint-Jean, il y avait le feu de l'hiver et le feu de l'été, et on ne dormait pas pendant la nuit, on dansait autour du feu. Les nuits étaient trop dangereuses pour dormir. Maintenant, Noël, on ne dort pas, on va à la messe de minuit. Et autrefois, il y avait même 3 messes de minuit pour tenir le choc. Dire qu'une messe, parfois, en effet, il y en a qui dorment. Alors 3 messes, là, vous ne dormez plus du tout. Ah, ça devait être pour ça. Bon, alors, j'ai quelque chose d'important. Peut-être que je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas ce que je présente. Ah, ben je vois mieux quand même. Donc vous avez, alors ça se définit par 4 fois 27 trajets, les petites boucles au centre. Vous voyez, il y en a 4 fois 27 là, comme ça, qui traversent, pendant que le double fait le tour. Le double, c'est la Terre. Hein. Puis il y a un trajet radial qui va de la Phélie, Périhélie, et il y a 108 petites boucles. Bon, vous avez le diamètre solaire, et vous voyez qu'un demi-tour du Soleil, parce que le Soleil, pendant ce temps-là, il parcourt la galaxie à une vitesse folle. Donc en fait, quand vous annonce, vaut mieux pas prendre de photos. Non. Non. Parce qu'après, on raconte des bêtises avec les photos. Non, vous aurez le tout. Là. Avec Bob, là, vous aurez tout le bazar. Puis ça distrait, hein. Ça distrait. Regardez le tour solaire, c'est, vous savez, 2 pi r soleil, ou pi diamètre solaire, pi ds. Donc vous voyez, 108 trajets radiaux de la Terre au Soleil. Bon, c'est simple, hein, 4 fois 27. Alors ça s'explique, hein, c'est publié, tout ça, c'est démontré, hein, et c'est admis. Hein. Tout ce que je vous raconte là, sont admis par des scientifiques reconnus, compétents. Je vous raconterai, si j'ai le temps, une petite blague avec ça. Du temps 1 au temps 4, vous avez vu, Terre, Soleil, etc., Mercure, Vénus, Terre. La Terre, c'est temps 4. Vous avez une accélération de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, et de 1000 à 10 000 pour arriver à la Terre. Donc il faut que je tienne compte que ces trajets radiaux sont accélérés par 10 puissance 4. Bon, alors regardez ça, c'est quand même simple. Hein. 108, pi ds, accélération 10 puissance 4. Qu'est-ce qui me manque? Ben, pendant ce temps-là, la Terre fait une demi-année autour. Et il faut bien que ce qui est parti dédoublé à la Phélie se retrouve au Périhélie. Donc à Noël, il faut qu'on retrouve ça à la Saint-Jean. Et à Saint-Jean, il faut qu'on trouve ça à Noël. C'était connu l'autre fois, c'est pour ça qu'on ne dormait pas. Hein, à cause des informations qui pouvaient nous venir. Vous posez une question à un moment, vous avez la réponse après, puis tout le monde dort. Ben non, il ne fallait pas dormir. Tu attends la réponse. Regardez, sincèrement, c'est simple. Hein? Non? Non, vous trouvez ça compliqué? Mais maintenant, je vais faire la vitesse de l'information qui part de la Phélie que je retrouve au Périhélie. C'est-à-dire, je vais faire le rapport entre le trajet radial et le trajet tangentiel. Alors, je peux le faire en kilomètres par kilomètre, je peux le faire en secondes par kilomètre, je peux le faire en kilomètres par seconde, puisqu'en fait, le trajet, je le connais soit par la distance, à Phélie, Périhélie, là, je connais les kilomètres, mais pour la Terre, qu'est-ce que fait la Terre en tournant autour du Soleil? Alors, les kilomètres, ça, je ne sais pas trop. Mais par contre, je sais l'année. Donc, pour moi, le temps d'un demi-tour, c'est une demi-année. Alors, regardez. La vitesse 108 multipliée par pi ds, multipliée par 10 puissance 4, divisé par une demi-année, voilà la vitesse de l'information qui permet le dédoublement. C'est indépendant de l'observateur, c'est indépendant de la source lumineuse. Paradoxe d'Einstein, ce n'est pas une vitesse. J'aurais pu mettre des kilomètres par kilomètre, ou j'aurais pu mettre des secondes par seconde, ou des secondes par kilomètre.
Là, j'ai quoi? J'ai choisi ce que je connais, les kilomètres et les secondes. Et je trouve la vitesse de la lumière. C'est pas un scoop, ça? Ça m'a valu quand même des applaudissements. C'est pas ce que je veux dire. Et quand j'avais montré ça à des référés, parce qu'il faut des référés pour accepter la publication, j'avais dit Platon connaissait ça. Et je prouvais que Platon connaissait ça. Et j'avais mis une phrase de Platon qui prouvait la connaissance de Platon de cette histoire-là. Et il y a un des référés, un Américain, qui m'a dit très bien votre histoire, mais vous me supprimez la poésie. Et je dis ah bon, c'est quoi la poésie? Platon. Platon était considéré comme un poète par ce physicien des particules. Ah, c'est quand même ahurissant. Hein. Tenez, je vais vous raconter une autre petite blague. Oui, j'ai le temps. Attendez, une autre petite blague là-dessus. Oui, ce trajet-là, autour, vous avez une petite boule, là, vous voyez, petite boule, qui fait le tour. Et pendant qu'elle fait le tour, il y a une petite boule qui est la Terre, qui traverse cette boule. Et pendant que la Terre traverse cette boule, la boule fait le tour, et je trouve le trajet de la Terre égal à une ellipse. C'est la définition de l'ellipse, mais c'est une définition qui n'a pas besoin d'être corrigée par l'anomalie keplérienne. Vous savez qu'il y a une anomalie, on appelle ça l'anomalie keplérienne. Kepler a calculé une anomalie pour rectifier l'ellipse, parce que ce n'est pas tout à fait une ellipse. Là, il n'y en a pas besoin, ça tourne tout seul. Et j'ai un des référés encore, là, qui vient me trouver en me disant « Mais comment vous expliquez l'anomalie de Kepler ?» Oh, ben, je lui dis Kepler, il a puisé dans le trésor égyptien, mais il lui manquait ce détail-là, donc il l'a calculé par la trigonométrie. Mais on n'en a pas besoin, parce que s'il avait trouvé en Égypte ce qui lui manquait, il n'y avait pas besoin de ce calcul. La preuve, je lui dis, voilà, moi je n'ai pas besoin de ce calcul. Il me dit, comment vous savez ça? Oh, je me dis, là, ça va peut-être être mal barré, là. Ah, je lui dis, c'est ça, parce que j'ai quand même essayé de trouver pourquoi Kepler avait fait comme ça. Tout était juste sur Kepler, mais il n'avait pas l'explication de l'anomalie. Donc il a, comme c'est un grand mathématicien, c'était un grand voyant aussi au fait. Hein. Vous savez que c'était un grand voyant, Kepler. Il recevait les grands de ce monde pour leur dire le futur. Et il se faisait payer très cher. Ça lui payait ses études. Bon. Alors, je lui dis, il me dit, mais c'est pas possible, je suis le seul à savoir ça. Oh. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, je suis marié avec l'arrière-petite-fille de Kepler. J'ai tout ça dans une malle dans mon grenier. Mais vous me coupez l'herbe sous le pied, puisqu'il n'y a que moi qui sais ça, je voulais le publier. Et maintenant que vous montrez ça, ça veut dire que Kepler ne connaissait pas ça. J'ai dit non, il a été bien plus malin que moi. Moi, en fait, j'ai pas besoin. Mais lui, au niveau mathématique, il a été très fort. Il a inventé l'anomalie keplérienne. Alors, tous les scientifiques connaissent ça. Sensationnel, le calcul. Même maintenant, vous trouvez encore l'anomalie keplérienne, le calcul et tout ça. Alors, ce qui n'explique pas, c'est que la Terre oscille sur sa trajectoire. Il y a ce qu'on appelle les libations. Alors là, l'anomalie ne rentre plus en jeu. C'est approximatif. Là, il n'y en a pas besoin. Il n'y a aucun calcul. Là, il y a juste de la géométrie. Alors, on m'a dit que si je voulais montrer ça au niveau en 3D sur ordinateur, il fallait, alors je vais passer parmi vous, il me faut 50 000 euros. Alors, on fera la quête pour voir si on peut avoir 50 000. Donc, j'ai renoncé. C'est dommage parce que c'est la suite de Fibonacci, c'est notre ADN, tout ça. Vous imaginez, c'est notre musique. C'est sensationnel. Bon, tant pis. Hein. Alors, je reviens à ma vitesse. Voilà, j'en étais là. Alors, j'en étais là. Vous voyez que ça n'a pas pris du temps, hein, quand même. Hein, une petite 25 minutes à peine. C'est pas mal, quand même. Non, vous ne trouvez pas? Vous avez vu qu'au point de vue mathématique, c'est pas compliqué. Bon, il y a des équations derrière. Hein. Bon, celles-là, elles sont un peu
Bon, un peu violente quand même. Mais on n'en a pas besoin. Absolument pas besoin de quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, mais attends, c'est une vitesse d'information. Donc le paradoxe d'Einstein, je vous rappelle ce que c'est que le paradoxe d'Einstein, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, quoique ici nous sommes dans une assemblée où tout se sait. C'est une vitesse, la vitesse de la lumière. Bon, vous savez ce que c'est qu'une vitesse. Mais imaginez que vous courez après la lumière. Donc vous allez aller plus vite que la vitesse de la lumière pour la rattraper. Mais même si vous allez plus vite que la vitesse de la lumière va toujours à la vitesse de la lumière par rapport à vous. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, il y a une lumière qui vient vers vous, vous vous enfuyez, vous ne voulez pas qu'elle vous atteigne. Vous allez plus vite que la vitesse de la lumière, et elle vous le rattrape. Et à quelle vitesse elle vous rattrape? À la vitesse de la lumière. Oh là 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 là. Mais dans les équations, c'est une vitesse. Alors, Einstein, il a dit, c'est un paradoxe. Alors, on appelle ça le paradoxe d'Einstein. La vitesse de la lumière n'a jamais été une vitesse. Jamais. C'est l'information qui vous parvient. Et une information visible qui vous parvient. Mais le problème, c'est qu'il y a des informations à des vitesses super lumineuses. On ne dit plus super lumineuse parce que ça a tellement été critiqué que pour que ça puisse être accepté par les vieux, on a appelé ça superluminique. Comme ils ne savent plus ce que c'est, hein, Alzheimer, tout ça. Donc, ils ont accepté les vitesses superluminiques. Et là, ça commence, ça y est, à peu près depuis 2 ans, 1 an et demi, des Chinois ont démontré dans l'espace qu'il y avait une information qui était supérieure à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas encore accepté au niveau civil, mais enfin, ça a été démontré. Et regardez pourquoi. Alors ça se calcule de la même façon. Hein. C'est très facile comme calcul, très facile à dire. Oui. Vous avez voilà, la vitesse la plus grande, qui est 7 fois plus grande qu'une vitesse 7 fois plus petite, évidemment. Ça se démontre très facilement. Et voilà que la vitesse de la lumière, multipliée par tout ce coefficient-là, vous voyez, le 10 puissance 5, c'est l'accélération après le 10 puissance 4 de la Terre. Vous avez les 12 informations au service de la vie, 12 informations au service de la vie, en grec, zoi, la vie, diakonos, serviteur. Information zodiacale. Ça vous dit peut-être quelque chose? Vous savez, l'astrologie, c'est une science des astres, et l'astronomie, c'est une science désastreuse. On ne sait plus ce qu'on fait. Oui, je plaisante. Hein. Je ne sortirai pas ça devant des astrophysiciens. Quoique j'ai des copains astrophysiciens quand même. Alors regardez pourquoi j'ai des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, qui ne sont pas des vitesses d'ailleurs, c'est des informations qui circulent dans ce que j'ai appelé des ouvertures temporelles imperceptibles. Vous avez du temps que vous ne percevez pas. Oh là. Oh. Eh ben, en mécanique de l'infinitésimalité, on le sait. L'énergie n'arrive que par petits morceaux. On appelle ça un quantum d'énergie, des quantas d'énergie. La mécanique de l'infinitésimalité, c'est l'énergie quantique. La mécanique quantique. J'ai une femme un jour qui va me trouver. Oh, je vous le raconte ou je ne vous le raconte pas? Mais il ne faut pas rire, hein. Elle me dit, vous savez, hein, la mécanique des quantiques, je vais à la messe tous les jours, je chante de façon mécanique, ça ne me fait rien du tout. Alors, votre médecine quantique, hein, pas la peine d'en parler. Elle était aussi vieille que gentille. Alors, parfois je me suis dit, bof, ah. Mais finalement, ceux qui parlent de quantique, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Parce que pas mal de gens parlent de choses quantiques sans savoir pourquoi. Bon, il y a des instants nuls, coincés entre 2 instants perceptibles qui nous donnent de l'énergie. Bah, dans un temps nul, vous avez une énergie. On fait le calcul, le rapport entre l'énergie et le petit morceau de temps qu'il y a, avec la grande énergie qui sort, on multiplie l'un par l'autre. Donc normalement, si c'est 0, 0 que multiplie n'importe quoi, ça donne 0. Et là, pour nous prouver que ce n'est pas 0, Heisenberg montrait que c'était supérieur à la constante de Planck.
C'était une constante supérieure à la constante de Planck. Ça veut dire que j'ai bien un petit temps de rien du tout, avec une énergie, mais qui n'est pas infinie. Donc l'infini n'existe pas, zéro n'existe pas. Vous savez que les Arabes savaient ça, c'est eux qui nous ont appris que zéro n'existait pas et que l'infini n'existait pas. Ben, ça se démontre tout simplement par cette histoire de dédoublement du temps. Vous ne pouvez pas avoir ni zéro ni l'infini. Ah, c'est intéressant ça quand même. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ben, avec tout ça, je vais avoir l'anticipation, l'instinct, l'intuition, la prémonition. Je vais survivre, tout simplement survivre. Ah, ben non, ça vaut le coup de savoir comment ça marche. Hein. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'être Einstein pour comprendre comment ça marche? Ah ben non, la preuve, vous vivez. Et vous vivez comment? Ben, en utilisant ce principe d'anticipation, d'instinct, d'intuition, à une condition, c'est d'être idiot. Parce que dès que vous réfléchissez, vous perturbez cette loi, et il vous arrive tous les ennuis que l'on connaît. Si vous vous remettez dans la loi, eh ben, ma foi, vous vivez très bien. Oh là là. Oh, vous vivez très bien. Vous savez surtout que vous n'êtes pas mortel. La mort, c'est juste un passage entre deux temps différents. Ah tiens, expérience de mort imminente. Il y a le double qui vous renvoie, il dit, qu'est-ce que tu as fait sur Terre là? T'as vu, t'as rien fait. Hein? Allez, retourne. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Demandez à ceux qui ont fait des résurrections, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, généralement, le résumé est simple, une grande lumière, une sorte de, peut-être une forme, mais surtout, on n'a pas envie de partir. Puis il y a un andouille sur Terre qui dit « Oh non, Jean-Pierre, t'as pas dit ton dernier mot, reviens. » Reviens. On n'a pas envie de revenir. Mais pas du tout. Et puis on revient. Puis alors là, on sait que tout ce qu'on a fait avant, zéro. Zéro. Complètement zéro. Oh, vous avez une vie confortable, aucun problème, le choix des vacances, la chaîne de télévision, le film à aller voir, enfin, tout ça. Non, non, vous avez autre chose à faire. Quoi? Ah, bah, et le dédoublement du temps, c'est quoi? On vit dans deux temps à la fois. Vous vivez à la fois dans un autre temps où vous étiez avant de venir ici, et où vous êtes resté quand même. Vous êtes resté là où vous étiez en venant ici. C'est ahurissant cette histoire. Ben oui, vous êtes double. Comment ça se disait en égyptien? Le ka. Parce qu'en grec ancien, on disait moi et moi. Ben, tout le monde savait que t'es deux à la fois. T'es toi et toi. Et comment ça se dit? Et en grec? Ke. Kai en grec prononcé à la française. Que les Égyptiens appelaient ça le ka. Comme les Grecs, le ka. Enfin, au lieu de dire moi, ka, moi, eh ben c'est ka. Ah. On connaissait le double. On ne connaissait plus rien. Et qu'est-ce que vous faites du double là? Ben rien. Vous ne savez pas comment ça marche. Regardez comment ça marche. D'abord, regardez scientifiquement, ces vitesses montrent qu'il n'y a pas d'intrication. L'intrication, vous savez, on dit qu'il y a deux particules qui reçoivent la même information en même temps. Elles sont intriquées, les pauvres. Alors moi, je pose la question, qui leur donne l'information? Alors, une troisième particule, forcément. Oui, mais elle est intriquée aux deux autres. Qu'est-ce que c'est l'intrication? C'est instantané. Donc la troisième reçoit l'information en même temps que les deux autres. Alors, qui leur a donné l'information? Une quatrième. Oui, mais elle est intriquée. Donc elle reçoit l'information en même temps. Donc il faut en prendre une cinquième. Et vous allez arriver jusqu'à quand comme ça? Il n'y a pas de fin. Mais l'intrication, c'est une bêtise scientifique. Ça y est, l'inventeur, il n'y a que les plagieurs qui continuent, parce que l'inventeur de l'intrication considère que c'était une fausse route. Ah, mais alors il y a trois informations. Et pour nous, on a l'impression que c'est en même temps, parce que c'est dans des temps qu'on n'a pas le temps de percevoir. Regardez. Je suis dans trois temps à la fois au niveau de l'information. Imaginons ça.
Moi, je suis dans le présent. Hein. Ça, je connais pas. Mais c'est en même temps. J'ai un passé en même temps que le présent et un futur en même temps que le présent. Hallucinant, cette histoire-là. Donc, je pense quelque chose, l'information va dans le futur. À une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc, je n'ai pas le temps de m'en apercevoir qu'elle est déjà partie. Je ne sais pas que j'ai envoyé une information qui est déjà partie de mon cerveau ailleurs. Que déjà, dans le futur où ils ont tout le temps, alors tout le temps, hein, votre pensée l'a fait des petits. Hein. Ils se sont posés d'autres questions, ils ont cherché des réponses, etc. Patati, patata. Et voilà, la réponse à une question que vous vous êtes posée arrive dans le passé où vous n'êtes pas. Mais dans le passé, ils reçoivent des réponses à des questions qui n'ont pas eu le temps de se poser. Oh. Oh. Alors ça c'est formidable. Comment on peut avoir des réponses à des questions qu'on n'a pas eu le temps de se poser? Mais alors, si je suis dans le passé en même temps que dans le présent, imaginons ça. Imaginons ça. Quelqu'un dans le passé, moi dans le passé, hein, j'imagine que j'ai un double dans le passé. Oui, à ce propos-là, les écrits anciens, que ce soit sumérien, babylonien, égyptien, grec, la Bible et tout ça, on parle. Hein. Un double. Un double, là. Imaginez ça. Il se pose une question. Ah ben, c'est qu'il veut la réponse. Mais déjà, moi, dans mon temps présent, je reçois la question 5 sur 5 dans un temps que je n'ai pas le temps d'apprécier, mais qui fait que je cherche la réponse comme un andouille. Je ne sais même pas la question qu'on m'a posée, que je cherche la réponse. On appelle ça un instinct, une anticipation, une prémonition. Voilà, j'ai envie de faire ça. Pourquoi j'ai envie? Ben tiens, j'ai envie de prendre un fusil et tirer sur tout le monde. C'est d'actualité, ça. Ben, je réfléchis, puis je prends mon temps. Et je me pose des questions. Et dans le futur, une question à moi qui ne prend absolument aucun temps, je ne sais même pas que je me suis posé la question, que déjà dans le futur, j'ai la réponse. Mais j'ai plusieurs réponses. Pas mal ça. Alors, regardez, celui qui est là pose une question dans un temps qu'il n'a pas le temps d'apprécier, que déjà moi, dans mon temps, je reçois l'information, mais dans un temps que je ne peux pas apprécier non plus. Si bien que, dans mon temps à moi, les réponses que je cherche à une question que je ne connais pas, hein, je cherche des réponses à une question que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Ça serait ma vie si je ne connais pas le truc. Ma vie, c'est de répondre à des questions que je ne connais pas. Ah, c'est le foutoir, hein. On n'en est pas loin. Hein. Bon, eh ben moi, je me pose des questions, à cause des questions qu'on me pose. Et dans un temps que je ne connais pas, il y a des milliers de réponses à ma question. Et je peux avoir la réponse grâce à cette vitesse. Vous voyez les 3 vitesses là? Et hop, celui qui est dans le passé reçoit. Alors là, c'est merveilleux. Écoutez ça. Même si vous n'avez pas écouté avant. Il a des réponses à des questions qu'il n'a jamais eu le temps de se poser. Pas beau ça? Enfin, quelqu'un qui a des réponses à des questions. Ben, par exemple, je tombe dans l'eau, je ne sais pas nager. Qu'est-ce que je fais? Je coule. Hein? Prenez n'importe quel homme qui ne sait pas nager, vous me poussez dans l'eau, il meurt. Maintenant, s'il connaît l'instinct de survie, vous prenez un chat, un chien, qui n'a jamais été dans l'eau, vous le jetez dans l'eau, il nage. Vous mettez un bébé d'1 jour ou 2 dans l'eau, il nage. Au bout de 3 jours, il coule. Pourquoi? Ben, il est devenu un homme. Il utilise les 3 temps, alors que l'animal ne modifie pas les 3 temps. Ah, on est créateur. Donc vous voyez une chose, il y a quand même des choses à savoir là-dedans, non? Parce que regardez cette mécanique, elle est bien. Si je suis dans le passé, je me pose une question, je vais avoir la réponse. Mais la question, c'est moi qui vais y répondre. En me posant d'autres questions, si bien que le futur qui est là a tout le temps de trouver des réponses qui sont déclenchées par l'énergie du passé. Donc l'énergie d'un double. Mais quand le double reçoit les réponses à des questions qu'il n'a pas eu le temps de se poser, il y en a qui ne l'intéressent pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il change son information
Et je reçois, moi, dans mon temps, non, l'intuition que tu as, laisse tomber. Et c'est là où je me dis, tiens, même la question, je ne sais plus ce que je voulais. Hein, Alzheimer. Je ne sais plus. Alors oui, mais si je voulais me poser une question, je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas la question, c'est pas croyable ça. Bon, alors regardez ce qui se passe dans l'humanité actuelle, qui ignore cette loi-là. C'est pour ça que je viens voir des gens comme vous, pour essayer que ça fasse boule de neige, parce que si on attend que le monde scientifique bouge, eh ben, on mourra avant. Hein. Donc, il faut que les gens utilisent cette loi dans le quotidien. C'est la loi de survie, la loi de l'anticipation, de l'intuition, de l'instinct, que n'importe qui peut utiliser, surtout si vous êtes idiot. Parce que quand vous êtes idiot, vous ne réfléchissez pas. Or, la réflexion fait que vous donnez de l'énergie au futur qui va répondre à vos stupidités par d'autres stupidités que vous allez recueillir. Alors, vous avez le choix entre je me pose une question. Oh là, tout d'un coup, ça marche là fort. Avant, ça ne marchait pas. Hein, si. Je me pose une question ici. La loi, c'est le futur répond à ma question, mon double prend les réponses, trie, il y en a qui ne l'intéressent pas, et il me donne une réponse sans savoir la question que je me suis posée. J'ai l'impression d'être dans un hasard complet. Je ne suis pas guidé du tout. Pas du tout. Non, non. Ça me vient comme ça. J'ai envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si je réfléchis, tout ça, qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Pourquoi? Parce que ici, le futur qui répond à ma question, où je ne suis pas, je n'ai pas de double ici, il veut me transformer en marionnette pour que je puisse penser ce qu'ils veulent que je pense. De ce fait, il me donne la réponse à mes questions, je tourne en rond. Je veux quelque chose, je vais l'avoir, parce qu'il faut bien la carotte pour faire avancer l'âne. Alors, je serai celui à qui on donne une carotte parce que je suis un âne. Comme ça, tous les ânes viendront derrière moi pour essayer d'avoir la carotte. Ça s'appelle des sectes. C'est tout. Réfléchissez à ça. Vous avez besoin de personne. Il suffit d'utiliser soi-même, hein, pour aller là, et pour recevoir la bonne réponse. Voilà le trajet de la bonne réponse, vous le voyez, c'est là. Un bon conseil, il arrive là. Je peux prendre le parasitage, ça s'appelle la loi d'attraction, qui est enseignée, surtout aux États-Unis. Bah, demande ce que tu veux, tu l'auras. Il y a toujours une carotte pour faire avancer l'âne. Et l'humanité, c'est maintenant des ânes. Des ânes, tournent en rond. Oh, vous pouvez ne pas me croire, ça ne changera rien à rien. Maintenant, je peux vous donner un truc pour utiliser ça au quotidien. Alors, le truc, il est tout simple, et c'est pour ça que je compte sur vous pour le faire connaître. Déjà, on connaît maintenant, on en parle. Il y a un mot qui intervient partout, aussi bien d'ailleurs en espagnol qu'en italien ou qu'en français. C'est le mot que j'ai utilisé pour expliquer ça, qui s'appelle la bienveillance à l'égard de quelqu'un. Maintenant, on n'aime plus les gens, on est bienveillant. Vous n'avez pas vu à la télé, les hommes politiques, la bienveillance? Elle n'est pas là. J'entends la bienveillance. Non, elle n'est pas là. Bon. Ben voilà, si ma pensée fabrique un futur, n'importe qui peut utiliser ce futur pour vivre. Ah, moi, je pense à tuer ma belle-mère. Bon, elle est gentille, ma belle-mère, mais là, elle m'a énervé. Bon, bien sûr que je ne la tuerai pas, ma belle-mère. J'ai pensé à la tuer. Ça y est, j'ai toutes les façons de la tuer, de l'embêter dans le futur. Ah, c'est fait. Instantanément. Et vous avez quelqu'un qui fait partie de mon présent, qui va prendre l'information par parasitage, et il va tuer tout le monde. Il ne sait pas pourquoi il tue. Simplement, il y a le potentiel, je l'ai créé. Et lui, il le prend, et il ne sait pas pourquoi, puis il tue. Je suis responsable du meurtre que fait cette personne-là. C'est mon potentiel qu'il a utilisé. Alors la loi, il y a un théorème derrière cette théorie pour éviter ça.
pour pouvoir toujours utiliser le plus grand trajet qu'elle a, qu'est-ce que je fais? Je corrige ma pensée. Ouh là là, oh là là, oh là, oh là. Alors le théorème, il était enseigné de tout temps. Il a été détourné. Théorème de la théorie du dédoublement, toute théorie a un théorème. Alors ce théorème, il est tout seul. Vous voyez, quand même, hein, record. Pas une heure. Quand même pas mal, ça, non? En plus, ce que je vous dis, c'est vrai. Maintenant, il y en aura toujours pour dire, mais non. Ça fait rien, laissez-les. Il ne faut pas être dans le prosélytisme. Et vous allez voir pourquoi il ne faut pas être dans le prosélytisme. Parce que le théorème, c'est pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. Et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux. Pourquoi? Il y a un scientifique très peu connu, Benjamin Libet, qui était au Texas. Malgré le nom français, c'est un Américain, qui a prouvé quelque chose d'extraordinaire dans les années 70, c'est que 0,5 secondes avant de le savoir, votre corps sait ce qui va arriver. Pas mal, ça. Par exemple, on veut vous piquer, vous sentez la piqûre 0,5 secondes avant d'être piqué. Le simple fait de savoir qu'on va vous piquer fait que vous sentez la piqûre 0,5 secondes avant d'être piqué. Votre corps vous prévient, attention, on va te piquer. Comment est-ce possible, ça? Qu'est-ce qu'il a fait comme expérience hallucinante? Il prend des spectateurs, là, un écran, et il a vu que la résistivité de la sueur se déclenchait avec l'angoisse. Se modifiait avec l'angoisse. Donc on va mesurer la résistivité de la sueur, on va passer un film tout gentillet, et puis de temps en temps une image horrible. Et qu'est-ce qu'il a vu? 0,7 à 0,5 secondes avant l'image horrible, la résistivité de la sueur des spectateurs changeait. Tous les spectateurs savaient qu'il allait y avoir une image horrible, alors qu'ils n'avaient aucune raison de le savoir. Le corps les prévenait comment? Eh bien voilà, le circuit. Ils étaient prévenus qu'ils allaient vivre un présent. Attention. Donc tout le corps se mettait en branle pour supporter l'image horrible et ne pas tomber. Alors, partant de cette idée-là, vous pouvez soigner l'épilepsie. C'est le même système. Le corps qui freine pour ne pas vivre un futur dangereux, le mieux c'est de tomber 0,5 secondes avant, et vous avez le chien d'épileptique qui lisez un livre de Didier Van Kovlert là-dessus, c'est très bien, c'est fait à partir de choses vraies. On a dressé des chiens pour qu'ils voient à 0,5 secondes avant l'information que l'épileptique allait recevoir. C'était une information épouvantable qui faisait qu'il allait tomber dans l'inconscience pour refuser cette information. C'est ça l'épilepsie. Alors le chien venait 0,5 secondes avant parce que lui, il sentait l'information avant l'épileptique. L'épileptique se couchait par terre, comme ça la crise d'épilepsie était absolument pas dangereuse. Alors il a écrit un livre justement sur la dépression nerveuse d'un chien qui est abandonné une fois que l'épileptique est soigné. Il n'a plus de crise d'épilepsie. Pas mal comme sujet. Bon, alors, évidemment, vous pouvez trouver ça sur Internet, au niveau scientifique, dans des bouquins. Mais les bouquins, vous savez, bon, c'est bien, oui, mais c'est toujours insuffisant. Le mieux, c'est de mettre en application dans votre vie courante un principe tout bête. Pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire, et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux. Comment ça a été transformé par notre société? Par un faux théorème que tout le monde utilise. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et si tu es dans cet état-là, pense ce que tu veux. Résultat, c'est le foutoir dans le monde entier, car personne ne contrôle sa pensée. Contrôlez votre pensée et vous allez voir des choses extraordinaires. Regardez, nos cellules ont besoin d'informations pour survivre. Elles savent que si elles reçoivent une information dangereuse, qu'est-ce qu'elles font? Elles se suicident. Elles ont tout un revolver à la taille, tac, paf, apoptose. Les cellules dangereuses ou inutiles se suicident. On les appelle comment? C'est les cellules qui ne veulent pas. Parce qu'il y en a, elles ne veulent pas se suicider. Pourquoi? Parce qu'on leur donne des informations comme quoi elles ne sont pas dangereuses. Eh bien, ça s'appelle les cellules précancéreuses ou cancéreuses.
Et pourquoi on leur donne des informations qui ne sont pas dangereuses? Parce qu'on les empoisonne. Donc il faut qu'elles résistent à l'empoisonnement. Tandis que si elle sait qu'elle est dangereuse et qu'on ne l'agresse pas, eh bien elle meurt. Pourquoi? Elle se suicide. Et vous ne croyez pas qu'il y a une relation entre l'humanité actuelle et ce qu'on appelle une maladie? Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades qui ignorent la loi. Alors vous, si vous connaissez un peu de cette loi, faites-la marcher. Vous verrez, c'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Et pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller à droite, à gauche et tout ça? C'est justement pour discuter avec des gens qui veulent appliquer ça sans essayer de trop comprendre comment ça marche. Alors évidemment, ça marche très bien avec ceux qui n'ont pas de cerveau. Parce que dès qu'on réfléchit, et oh oui, c'est. Vas-y. Dès qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un futur que n'importe qui peut utiliser dans un temps qu'on ignore, et vous êtes responsable du chaos actuel dans le monde entier. On peut arrêter ce chaos, on peut arrêter son propre chaos à condition de s'occuper des autres. Un malade, c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas des autres. Oh là, oh. J'ai le temps de donner un exemple? Bien sûr. Allez, je vous donne un exemple qui m'a marqué. J'ai une personne qui vient de Belgique à Paris pour m'écouter, pour sortir d'un problème. Parce que je dis souvent, vous savez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elle vient, puis à la fin, elle me dit, moi j'ai du tout loupé, j'ai tout loupé. Je suis venu de Belgique parce que je suis mourante, j'ai un cancer qui se généralise, j'ai 3 mois de survie, j'ai même pas pensé à mon cancer. Ah oui? Ah oui, je dis, bon, dis donc, oui. Elle dit, à quoi vous avez pensé? Ah j'ai pensé à mes enfants qui sont morts. Oui, quand même. 2 enfants morts, 8 et 11 ans, je crois. Elle dit, oui, vous n'avez pas pensé à votre cancer, vous avez pensé à vos enfants, et alors? Enfin, je ne viens pas pour mes enfants, ils sont morts, je viens pour moi, je vais mourir. Parce qu'elle attendait une solution avec ce système-là pour ne pas mourir. J'ai dit, attendez, puisque votre pensée, c'est pour vos enfants, c'est que entre votre mort et les enfants, il y a quelque chose là. Alors elle était en train de mourir, en effet, d'un cancer qui était démarré, cancer de l'utérus. Et elle me dit, voilà, j'ai divorcé, et puis je ne voulais pas que mon mari ait la garde des enfants, parce qu'il est alcoolique, et je savais qu'un jour, avec le pot de cocu qu'il a, il tuerait mes enfants, et il serait vivant, lui. Et en effet, mon mari a eu un accident de voiture, mes enfants sont morts, et lui est toujours vivant. Et voilà, et c'est pas un problème là, vous avez tué vos enfants, et vous croyez que votre cancer, c'est une maladie? Mais c'est vous qui avez tué vos enfants, vous avez fabriqué le potentiel. J'ai un mari alcoolique, donc il va tuer mes enfants. J'ai même ajouté, pour un peu la choquer, avec la tête que vous avez, moi aussi je serais alcoolique, hein, si je vivais avec... Faut bien secouer les gens. Faut secouer les gens qui se plaignent. Ça sert à rien de se plaindre. Il y a toujours une cause. Et la cause, c'était quoi? La responsabilité qu'elle avait donnée à son mari d'avoir tué ses enfants. C'est elle qui a tué ses enfants. Comment? Elle a fabriqué le potentiel. Ces cellules cancéreuses, au lieu de se dire, tiens, ce soir, je me suicide, non, je reste. Pourquoi? Parce qu'elle donnait une vitalité à ces cellules dangereuses qui devaient se défendre contre un mensonge. Le mensonge, c'était quoi? Mon mari est responsable de la mort de mes enfants. C'est pas vrai. Donc le futur est transformé, le passé qui arrive, ça marche pas. Alors, essayez de vous débarrasser de vos problèmes. Comment? En ne vous occupant pas de vous, mais de ceux qui vous demandent de l'aide. Et ne vous occupez jamais de vos problèmes. Et vous verrez que vous récoltez le potentiel qui est bon pour vous, et vos cellules disent bravo. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Bravo Jean-Pierre.